La semaine dernière s'est terminée la vente aux enchères de la carte Pokémon la plus chère du monde. Elle a battu un record historique en atteignant plus de 16 millions de dollars. Mais derrière cette vente, il y a un homme. Logan Paul, qui depuis son arrivée dans Pokémon jusqu'à aujourd'hui, aura eu un parcours entaché de plusieurs scandales, allant d'experts douteux à des accusations de conflits d'intérêts avec des sociétés de gradation, jusqu'à des arnaques à plusieurs millions de dollars. Accrochez-vous bien car aujourd'hui on analyse les différentes arnaques de Logan Paul sur Pokémon. Mais bon, d'abord, pour les deux du fond qui connaîtraient pas Logan Paul, c'est un influenceur américain qui aura émergé sur Vine puis YouTube au début des années 2010. Personnellement, la première fois où j'ai entendu parler de lui, c'est suite à un énorme drama en 2018 où Logan a eu la formidable idée de filmer un corps pendu dans la forêt d'Aokigahara, la fameuse forêt des suicides au Japon. Ensuite, avec son frère Jake, ils sont devenus des stars mondiales grâce à leur match de boxe ultra médiatisé, et il est aussi super connu grâce à la boisson Prime qu'il a confondée avec S. Mais dans la communauté Pokémon, Logan Paul est surtout connu pour avoir été l'un des gros moteurs de la hype de fin 2020, début 2021, pendant le boom Covid. À cette époque, les prix des cartes explosaient, et Logan est arrivé avec des moyens titanesques et va poster fin 2020 plusieurs vidéos où il va acheter des cartes et des displays à plusieurs centaines de milliers de dollars. Il va faire des unboxings spectaculaires, ce qui attirera des centaines de nouveaux collectionneurs. Pour certains, c'est le mec qui a fait passer la collection de cartes Pokémon d'un hobby de niche à un truc plutôt cool, en faisant exploser la visibilité et qui a permis à des cartes d'atteindre des prix fous. Pour d'autres, il incarne tout ce qui a dérapé, en transformant le hobby en un actif spéculatif avec l'arrivée massive de pseudo-investisseurs, les fameux passionnés avec 2 dollars à la place des S. Mais surtout, le parcours de Logan Paul dans Pokémon sera marqué par pas mal de controverses. Et c'est ce qu'on va ensemble joyeusement parcourir aujourd'hui. Et il n'y a pas à aller chercher très loin après l'arrivée de Logan Paul dans Pokémon pour trouver des premiers dramas. En fait, ça commence très tôt, moins d'un mois après sa première vidéo sur YouTube. Pour ce premier drama, il concerne pas Logan directement, mais plutôt celui qui sera présenté comme son conseiller officiel en cartes Pokémon, un certain Jake Greenbaum, plus connu à l'époque sous le pseudo de Collectables Guru. Jake, c'est un ancien trader crypto reconverti dans les cartes Pokémon. Il se la joue grand expert haut de gamme avec un style, on va dire, assez démonstratif. Et surtout, il est assez transparent et honnête sur sa relation avec Pokémon. Pour lui, il voit ça uniquement comme un actif spéculatif, une façon de se faire de l'argent, et il dira même que c'est que du carton, et que si t'aimes bien ça premier degré, t'es un peu teubé quoi. En participant à la première vidéo de Logan Paul sur Pokémon, qui à cette époque est à son prime YouTube, où chacune de ses vidéos va faire des millions de vues, Jake acquiert instantanément une crédibilité et de la visibilité auprès des néophytes qui arrivent en masse sur le marché à ce moment-là. Mais les collectionneurs déjà en place commencent à avoir de sérieux doutes sur la crédibilité de l'expertise de Jake, notamment quand Logan, en plein box break, va lui demander le prix de ce Bulbizarre. Again, this is a fantastic Bulbasaur. If it comes back at 10, based on your estimates, 10,000, 20,000 plus, maybe 30. Bon bah là clairement il vient d'expertiser une carte qui vaut à peine 400 balles en PSA 10 à cette époque pour 30 à 40 000 dollars, ce qui en fera forcément douter certains sur l'expertise du personnage. Puis le 27 octobre 2020, moins d'un mois après la première vidéo de Logan Paul sur Pokémon, la chaîne Dumb Money organise un box break à Dallas où ils vont ouvrir un display set de base édition 1 US, et pour se procurer le display, ils feront naturellement appel à Jake pour être sûr de se procurer une display authentique. Sur le live, ils inviteront aussi Leonard, qui est un des plus gros youtubeurs américains à cette époque-là sur Pokémon, qui est là depuis 2015 et qui bénéficie quand même d'une grosse expertise sur le sujet. Et pour remettre un peu de contexte, on est à cette époque juste après la vidéo de Logan Paul. La valeur des displays sets de base édition 1 a considérablement augmenté. La transaction, qui est d'ailleurs prévue en stream avant le box break, sera même présentée comme étant potentiellement le plus gros deal public de l'histoire de Pokémon, avec une vente record de 375 000 dollars en cash pour la box. Une box que d'ailleurs Jake avait acheté 155 000 dollars quelques mois auparavant. Le stream est setup, la mallette de cash est posée en évidence sur la table, de la sécurité est présente, plus de 100 000 personnes sont sur le live, et au bout de 10 minutes, Jake et ses potes arrivent. Il sort la display de son sac en papier rose, puis avant de sortir la display de la case, il demande s'ils ont intention d'ouvrir la box. I didn't know if you actually wanted to open Yes, it. we're gonna open. Let's have it open on camera live so we know we're not doing anything weird with the packs. No problem. The owner of Genre c'est pas comme si le stream s'appelait ouverture d'une box set de base édition 1 à 375 000 dollars. Et là l'ambiance devient tout de suite beaucoup plus tendue. Le crâne de Jake commence à devenir de plus en plus luisant et il va nous faire un pitch pendant quelques minutes sur l'origine de la box. Il nous dit qu'il l'a acheté à un vendeur de confiance et elle a été gardée pendant 20 ans dans un coffre-fort pour armes à feu. Ouais, on est aux États-Unis. Puis il nous explique sa méthode d'authentification et pour lui la box est réelle. Puis il la passe à Leonard qui va faire quelques têtes un peu cheloues et émettre quelques mini soupçons. Mais de toute façon la box est ouverte donc il n'y a pas trop de temps à perdre. Et donc là tout va bien du coup. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ils ouvrent la box et commencent à sortir quelques boosters. Et là, surprise, au bout de quelques boosters, ils aperçoivent des boosters qui ne sont pas des boosters édition. than that one. That one's not a first edition pack. That's Wait, an what? issue. This is an unlimited pack. Oh no. Yeah, look, they're open. Yeah, no, that's Oh. a major fucking issue.
hein. Par la suite, ils trouveront même des boosters déjà ouverts avec des cartes du set Jungle à l'intérieur. Jake est choqué en live, il sort immédiatement son téléphone et appelle le vendeur original pour exiger un remboursement. Le Guardian et plein d'autres médias s'empareront de l'affaire et décriront le box break comme une farce en direct. Ce qui s'annonçait comme le plus gros deal de l'histoire de Pokémon devient instantanément la plus grosse arnaque de l'histoire de Pokémon. Mais attendez, parce que vous allez voir que c'est pas la dernière fois qu'on dira cette phrase dans cette vidéo. Après le live, la réputation de Jake, le grand expert de Logan, se voit totalement ruinée. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Réponse 1, faire profil bas et se faire oublier. Réponse 2, faire des trucs de gros gogol. Après le live, il fera des tweets en flexant son argent, en disant qu'il s'est fait rembourser en partie la box et se présente presque comme le grand gagnant de l'histoire. Il en profitera pour insulter les youtubeurs américains qui ont fait des vidéos sur cette affaire et menacera même Léonard en lui proposant de se battre. Une réaction totalement normale finalement. Enfin, c'est ce que j'aurais dit si j'avais de la javel dans le cerveau. Au fil du temps, Jake s'éloignera de Pokémon, tentera une courte reconversion en tant qu'expert NFT, puis quittera les réseaux. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais si Jake s'éloigne de Pokémon, Logan lui, il ne fait que commencer. Et son prochain coup, ce sera pas des centaines de milliers de dollars, ce seront des millions. Et le pire, c'est que quasiment personne en a parlé. On avance en février 2021, le marché Pokémon est en pleine folie. Logan Paul lâche 2 millions de dollars pour acheter 6 displays sets de base édition 1 et il organise ce qui s'annonce être le plus gros box break de l'histoire en mettant en vente 33 packs de l'une de ses displays sur Goldin Auction. Le box break a un succès incroyable, avec une moyenne par booster de 38 500 dollars, soit un total de plus d'1 million de dollars pour la box entière. Un record absolu et surtout une belle plus-value pour Logan. Le box break se passe bien, très bien même. Il tire 2 Dracofeu holographiques, un Florizard, un Tortank, mais c'est pas vraiment le sujet. Si on parle de ce box break dans cette vidéo, c'est surtout qu'il y a eu des choses plutôt suspectes. Si vous avez suivi, 33 boosters ont été vendus sur Goldin. Sauf qu'une display contient 36 boosters. Mais où sont donc passés les 3 boosters restants? Pour trouver les 3 boosters restants, il faut remonter 3 jours avant le box break. Logan fait une annonce. Il met en vente 3000 NFT exclusifs au box break pour un prix d'1 Ether par NFT, soit environ 2000 dollars à l'époque. En achetant ces NFT, l'acheteur pouvait tomber sur différentes raretés, allant de silver à holographique. Et parmi ces acheteurs, 3 personnes seraient sélectionnées pour recevoir un vol direct en direction de Los Angeles afin d'ouvrir un booster lors du box break. Et ça, c'est un truc que personne n'a relevé parce que 3000 NFT x 2000 dollars, ça fait 6 millions de dollars. Du coup, le montant du box break, c'est plus 1 million, mais 7 millions. Et ça, vraiment, personne n'en a parlé. Parce que beaucoup de personnes se sont plaints du prix des boosters pendant le box break, qui était environ 2 fois plus cher qu'un booster normal à l'époque. Et le fait que ces boosters lui auraient fait gagner plus d'1 million de dollars. Mais c'est faux. Si on ajoute avec ça l'argent des NFT, le box break lui aurait rapporté plus de 7 millions de dollars. Et Logan ne s'est pas arrêté là. En voyant le succès de son drop de 3000 NFT sold out en moins de 5 heures, il a décidé de poursuivre la vente pendant le live cette fois-ci, en vendant directement les NFT, sans aléatoire, avec des prix allant jusqu'à 25 000 dollars par NFT. Ce qui rajoute 800 000 dollars à un bénéfice déjà colossal. Pendant le live, Logan rajoutera même que ces NFT pourront potentiellement prendre de la valeur. Digital collectibles where, who knows, what I do with my life, they will go up in value and I plan on doing some big things. Alors qu'en est-il aujourd'hui, en février 2026? Logan est devenu une star de la WWE, il a fait un combat contre Floyd Mayweather, il a créé une des marques de boissons les plus populaires au monde, ça a dû prendre de la valeur, non? Eh bien, si aujourd'hui vous voudriez vous procurer un de ces NFT, il faudra que vous vous déboursiez la somme exceptionnelle de 2 dollars. Voilà, 2 dollars, c'est plusieurs milliers de personnes qui ont vu leur investissement de plusieurs milliers de dollars, qui ont fait confiance à Logan et qui ont perdu près de 99% de leur mise. Après, si ça peut vous rassurer, apparemment Jake en a acheté pas mal, si on en croit les réponses d'énormes suceurs sous les tweets de Logan. Après, il faut quand même garder en tête que tous les NFT sortis à cette époque-là ont connu globalement le même sort, mais ça montre quand même une certaine intention de Logan de profiter de Pokémon et de son influence pour se faire des millions de dollars sur le... D'ailleurs, en parlant d'arnaque et de NFT, Logan a aussi confondé CryptoZoo avec Jay, un projet crypto qui s'est transformé en fiasco total et où toutes les promesses n'ont jamais été respectées, et où au total, les investisseurs ont perdu des millions de dollars. Maintenant, revenons à notre box break, parce que au-delà du financement, il y a aussi d'autres questions qui se posent. Parce que dans ce box break, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les plus grosses cartes du set de base qui ont été tirées, avec 2 Dracofeu et tous les starters. Et ben figurez-vous que ce box break était en collaboration directe avec PSA. Et ben toutes ces cartes seront revenues PSA 10 avec un label spécial Logan Paul Break sur l'étiquette. Super pour les acheteurs, quoique avoir le nom de Logan Paul sur ma carte ça me ferait bien chier, mais passons. Ce qui va faire débat dans la communauté, c'est surtout la légitimité de ces PSA 10. Obtenir que des 10 sur des cartes du set de base US, c'est normalement particulièrement difficile, même en sortie de booster. Dites-vous qu'en 2019, 2 ans avant le box break, la population du Dracofeu édition 1 US en PSA 10 était seulement de 120. Aujourd'hui en 2026, 7 ans plus tard, elle est de seulement 125. 5 nouvelles cartes en plus de 5 ans, dont 2 proviendraient du box break de Logan. Ça pose quand même des questions, surtout quand on voit qu'il y a des petits points blancs visibles sur le dos du Tortank. Est-ce que PSA n'aurait pas avantagé volontairement les cartes issues de ce box break pour se faire un coup de pub? Honnêtement, la question se pose, surtout si vous avez vu la fin de ma dernière vidéo, vous savez que ce serait pas la première fois que PSA arrange une note pour acquérir un peu de notoriété. Mais gagner des millions grâce à Pokémon, c'est une chose. Par contre, manipuler la gradation pour transformer une carte de 400 000 dollars en une carte à 1 million, c'en est une autre.
En juin 2021, Logan débarque sur le ring pour un combat de boxe contre la légende Floyd Mayweather, avec une petite spécificité autour du cou. Un drac au feu set de base édition 1, US, serti dans un pendentif en diamant, mais pas n'importe quel drac au feu, un drac au feu BGS-10. Et il faut comprendre que ce drac au feu BGS-10, c'est pas rien. Il en existe que 3 dans le monde. BGS, contrairement à PSA, a une politique un peu plus particulière sur le 10. L'équivalent le plus proche chez BGS du PSA 10, c'est le BGS 9,5. Obtenir un 10 est bien plus compliqué, ce qui rend le Pristine 10 vraiment exceptionnel. Et contrairement aux 10 des sociétés françaises, celui-ci rajoute vraiment un premium par rapport au PSA 10. Là où ça devient suspect, c'est quand on s'intéresse à l'origine de ce drac au feu. Fin septembre 2020, Logan Paul se rend à Las Vegas chez Gary, alias Pokémon King. Le collectionneur possède une collection impressionnante de drac au feu édition 1 et Shadowless US, qui s'est notamment fait connaître en participant à l'émission Pawn Star. Gary présente sa collection à Logan, ses PSA 10, mais surtout ses 2 drac au feu BGS 10, les 2 seuls existants à l'époque. Et Logan sortira une maillette de cash en lui faisant une offre de 150 000 $ pour un de ses drac au feu PSA 10. Une offre exceptionnelle pour l'époque. Un deal qui sera publié dans la 2e vidéo YouTube de Logan sur Pokémon. Et c'est cette carte qui obtiendra le fameux Pristine 10 chez BGS par la suite. Sauf que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette même carte avait déjà tenté sa chance chez BGS. Flashback, en janvier 2020, dans une vidéo de Leonard, Gary et lui soumettent plusieurs drac au feu pour tenter un crossover. Le principe est simple, ils envoient des cartes déjà gradées chez PSA ou BGS pour une inspection. Si BGS considère que la carte pourrait obtenir un 10, il casse le boîtier et la regrade. Sinon, il renvoie simplement la carte avec un rapport qui explique pourquoi elle ne mérite pas cette note. Et du coup, le PSA 10 qui a acheté Logan Paul 8 mois plus tard, il revient toujours en PSA 10, pas assez parfaite pour un BGS Pristine 10. Là, vous allez peut-être me dire comment on peut être sûr que c'est le PSA 10 que Logan a acheté à Gary qui est revenu BGS 10 cette fois-ci. Et bien en fait, c'est assez simple. Lors de l'impression des cartes Pokémon, la couche holographique, c'est une énorme feuille sur laquelle on ajoute l'impression des cartes par-dessus. Ce qui fait que le pattern de l'holographisme est aléatoire. Sur les premiers sets Wizard, le pattern est nommé le Star Pattern, contrairement au japonais où on a un Galaxy Pattern. Et comme la répartition des étoiles sur la carte est aléatoire, il est possible, en comparant l'emplacement des étoiles, d'identifier une carte précise. Et grâce au screen publié par BGS, il n'y a pas trop de doute. Le BGS 10 de Logan est bien celui qu'il a acheté 150 000 $ à Gary en PSA 10, le même qui avait été refusé quelques mois auparavant. Alors comment ça se fait que cette même carte ait réussi à obtenir ce Pristine 10 alors qu'elle avait échoué 8 mois plus tôt? Dans la version de Logan, il dira qu'il avait pris un énorme risque en cassant le slab PSA, acheté 150 000 $ quand même, et qu'il aurait soumis la carte non gradée à BGS. Et miracle, elle revient BGS Pristine 10, la 3e au monde. Alors je veux bien qu'on me prenne pour un con, mais cette histoire j'y crois à zéro. Déjà, Logan est allé en personne au Texas déposer la carte. Donc BGS savait très bien d'où elle provenait. Et même côté BGS, le fait d'avoir un nouveau Pristine sur cette carte, probablement la carte Pokémon où la pop est la plus surveillée chez BGS. Je veux pas croire qu'il n'y ait pas eu un check minimum sérieux sur la carte. Ma théorie, et je précise que c'est bien ma théorie, je veux pas de procès Logan, s'il te plaît, c'est que cette gradation aura été bénéfique aux 2 parties. Pour Logan, il passe d'une carte déjà très rare, Pop 120, valorisée aux alentours de 400 000 $, à une carte extrêmement rare, Pop 3, qui, selon certaines estimations de l'époque, pourrait être valorisée à plus de 1 million $. Et pour BGS, ça a été un énorme coup de pub en voyant Logan porter une de leurs cartes lors de son entrée sur l'un des matchs de boxe les plus médiatisés d'histoire. Logan en profitera d'ailleurs pour bien mettre en avant le grade Pristine lorsque les médias lui poseront des questions dessus. Logan passe d'une carte à 400 000 $ à une carte à 1 million $. BGS obtient la plus grosse pub de son histoire. Les deux gagnent. La seule personne qui y perd, c'est Gary, qui s'est fait refuser le même grade sur la même carte quelques mois auparavant. Gary lui-même est d'ailleurs surpris dans des interviews, et c'est bien normal, il était le seul possesseur de cette carte, et voilà que le mec à qui il l'a vendu obtient un 10 qu'on lui avait refusé. Cette affaire pose la question suivante. Est-ce que c'est vraiment de la chance, ou est-ce que Logan, de par sa célébrité et son coût de promotion potentiel pour BGS, aurait reçu un petit coup de pouce? Personnellement, j'ai ma réponse, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Logan avait réussi à obtenir un grade douteux sur une carte, mais quelques mois plus tard, il allait se faire avoir à son tour 3,5 millions $. Et c'est probablement le moment le plus fou de toute cette histoire. En décembre 2021, Logan annonce fièrement sur Twitter qu'il vient d'acheter une case scellée contenant 6 displays du set de base édition 1 en anglais, soi-disant la seule au monde, pour la modique somme de 3,5 millions $. Sauf que là où ça devient douteux, c'est quand on s'intéresse à l'origine de cette case. Et pour ça, il faut remonter 8 mois plus tard. En mars 2021, cette case est mise en vente sur eBay Canada par un vendeur nommé Number One Pokémon Master. Et déjà, il y a quelques red flags. Des feedbacks quasi nuls, il change de pseudo juste avant la mise en ligne, des fautes d'orthographe dans l'annonce, et un prix de départ ridicule. Les enchères montent à un prix dérisoire de 72 000 $. Même pas le quart du prix d'une seule box qui se vend à l'époque pour plus de 400 000 $, alors que la case est censée en contenir 6. On peut l'estimer à plus de 2,5 millions. La description mentionne d'ailleurs l'opportunité d'une vie, ce qui montre que le vendeur sait très bien ce qu'il vend. Ce qui est encore plus douteux, c'est quand on voit la méthode d'expédition choisie qui est à seulement 30 $ sans assurance. Une fois l'enchère terminée, le vendeur contacte l'acheteur pour finaliser le deal en dehors d'eBay, officiellement pour éviter la commission d'eBay, à un prix supérieur que l'enchère gagnante. Le gagnant de l'enchère, un certain PSA Pikachu, est dans un premier temps d'accord, mais quand le vendeur
refuse de faire le deal en physique, PSA Pikachu se retire. Par la suite, on ne sait pas trop comment, mais le vendeur rentrera en contact avec un certain Pokeju qui était présent dans la première vidéo de Logan et qui lui avait vendu une de ses box First Edition. Pokeju proposera ensuite le deal à deux vendeurs, Jacobs alias Card Kauna et Mediop pour une somme inconnue. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il s'assurera une commission à 6 chiffres pour s'assurer que le vendeur est legit et que la case est authentique. Le deal se conclut et le vendeur enverra la box aux États-Unis sans que l'inspection ait eu lieu en physique. Mais à ce moment-là, l'authenticité de la box pose encore question. Il faut trouver un moyen de l'authentifier. Et pour ça, ils feront appel à l'entreprise BBCE pour Baseball Card Exchange. Globalement, c'est la seule entreprise du marché qui authentifie des cases. Jacobs et Millie Hobbs se rendront directement au bureau de BBCE, où Steve, le patron de la boîte, authentifiera la case pour eux. Et il la recellera dans son propre scellage BBCE qui assure l'authenticité. Une fois la case authentique, elle sera ensuite revendue à un certain Shine 150, connu pour avoir vendu un Pikachu Illustrator PSA 9 à Logan Paul pour la somme de 2,7 millions de dollars, qui la postera sur Instagram le 8 avril 2021. Et il faut comprendre que tout ça allait très vite. Entre la finalisation de l'enchère eBay, la rétractation de PSA Pikachu, jusqu'à l'authentification par BBCE, jusqu'à la vente de Shine, il ne s'est écoulé qu'une seule semaine. Puis Logan voit le post de Shine sur Insta qui mentionne Pokeju. Il envoie directement un DM à Pokeju pour comprendre comment ça se fait qu'il n'était pas au courant que ce deal ait eu lieu, alors qu'il aurait été le premier intéressé. Et là, Pokeju lui fera ce qu'on pourrait qualifier d'un gros gobage de couilles, en lui disant qu'il n'a de l'amour que pour lui, qu'il pense à lui 100% du temps, mais que globalement il y avait de la thune à se faire, donc juste il l'a pas prévenu. Par contre, qu'il serait le premier au courant si la case venait à être vendue dans le futur. C'est comme ça que quelques mois plus tard, Shine vendra sa case à Logan Paul pour 3,5 millions de dollars. Et c'est à ce moment-là que Logan Paul tweetera une photo de sa case en mentionnant que c'est la seule existante. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que s'il y en a parmi vous qui pensent que je suis un rageux, faut que je vous présente le rageux originel, et qui est Poké Rattle. Globalement, Rattle, à partir du moment où Logan va acquérir cette box, il va publier toute une série de vidéos expliquant pourquoi cette case serait selon lui fausse. En tout, il publiera une série de 18 vidéos qui cumulent plusieurs heures sur cette histoire. Et voici l'essentiel à retenir. Déjà, il mettait en évidence le côté louche du vendeur avec peu d'avis, un pseudo qui change juste avant la vente, les fautes d'orthographe, refus d'inspection en physique, l'expédition sans assurance, mais surtout une origin story de la box qui va avoir plusieurs versions. Un coup, elle a été trouvée lors d'un vide-grenier, le lendemain, c'était un cadeau d'anniversaire pour ses 12 ans. Dans un podcast sorti le lendemain du post de Logan Paul, Jacob dira que la case avait été trouvée dans une ferme intacte depuis plusieurs années. Mais les détails les plus factuels seront celles de la box en elle-même, car si on la compare à des cases de cette époque, voire même à d'autres cases sets de base édition 1, car contrairement à ce qui a été dit, il en existe d'autres, Gary en possède d'ailleurs une, on observe plusieurs choses qui clochent. Déjà, les rubans adhésifs ne correspondent pas à ceux utilisés par Wizards of the Coast à cette époque. La police, la ponctuation, les espacements, rien ne correspond au style Wizards of the Coast de cette époque. Et un ruban adhésif avec marqué Stop, c'est quelque chose qu'on peut facilement acheter sur Amazon. Mais surtout, en regardant l'étiquette, on peut s'assurer que la case est fausse. Déjà, l'étiquette est dans un beaucoup trop bon état pour qu'une case de cette époque. Normalement, avec le temps, l'écriture sur les étiquettes thermiques ont tendance à s'estomper et à jaunir. Or, celle de la case de Logan Paul est dans un super état. En plus de ça, la police d'écriture utilisée n'est même pas la même. Mais surtout, ce qui va nous permettre de dire que la case est fausse avant même de l'ouvrir se cache dans le code barre. Sur l'étiquette, on voit que la référence se termine par un E, ce qui correspond à First Edition. Le truc, c'est que sur le set de base, les codes produits ne se terminent pas par un E. C'est quelque chose que l'on verra apparaître que sur la deuxième série Jungle. Également, il faut savoir qu'un code barre retournera forcément la référence indiquée en dessous si on le scanne. Or, si on scanne ce code barre, on trouve bien la référence sans le 1E, ce qui fait que le code barre ne correspond pas à la référence indiquée, ce qui est quasiment impossible. Et là, vous allez peut-être me dire, mais la case a bien été authentifiée par des experts, non? Alors déjà, si vous êtes abonné à cette chaîne et que vous avez regardé les vidéos précédentes, vous devriez savoir que la notion d'expert dans Pokémon, c'est pas vraiment ça. Si on prend BBCE, qui a authentifié la case dans ce cas, on peut clairement se poser des questions sur leur expertise réelle. Déjà, un an auparavant, ils avaient refusé d'expertiser une box set de base édition 1. Mais là, on sait pas pourquoi. Si c'est une box, ils veulent pas. Par contre, si c'est une case contenant 6 displays, ils veulent bien. Le pire, c'est que dans la vidéo où Jacob rencontrera Shine pour la transaction, il nous dira que c'est la première fois que BBCE authentifie un objet Pokémon tout court. This is the first Pokemon item ever wrapped, ever. In the history of the world. Pokemon was never wrapped. Évidemment, les principaux intéressés verront les vidéos de Rattle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas très contents qu'on dise que la case est fausse. Ils tenteront d'intimider Rattle en le menaçant de poursuites judiciaires. Jacob tentera d'ailleurs d'acheter Rattle pour 500 000 $ pour qu'il supprime sa vidéo. Mais Rattle continue son pressing et au bout d'un moment, le doute devient trop fort. Donc 3 semaines après avoir acheté la case, Logan décide de l'ouvrir pour voir si oui ou non la case est fausse. Et je pense que vous devez savoir ce qui se passera ensuite. Ils ouvrent la case et tout le monde est présent. Au début, il y a un mini soulagement
encouragement. Il semblerait que la case contient bien des displays sets de base First Edition, mais en regardant attentivement les displays, on se rend compte que quelque chose ne va pas. Toutes les box sont fausses, et en plus de ça remplies de boosters G.I. Joe à quelques dollars. Ce qui s'annonçait comme la plus grosse transaction de l'histoire de Pokémon va finalement encore une fois se transformer en la pire arnaque de l'histoire de Pokémon. 3,5 millions de dollars pour des cartes G.I. Joe. Après s'être fait arnaquer 3,5 millions de dollars, n'importe qui ferait profil bas. Mais pas Logan, son prochain move sera le plus spectaculaire et le plus sombre de toute sa carrière sur Pokémon. En juillet 2022, Logan réalise le coup le plus spectaculaire de ses carrières Pokémon. Il rachète un Pikachu Illustrator PSA 10, une des cartes les plus rares et les plus chères du monde. Un seul exemplaire noté PSA 10 sur officiellement 39 produits en 1998, initialement pour récompenser les gagnants de différents concours dans le magazine CoroCoro au Japon. Logan la paye un peu plus de 5 millions de dollars à un collectionneur de Dubaï, en échangeant son exemplaire PSA 9 acheté à Shine quelques années auparavant et 4 millions de dollars en cash. Cette vente officialise le nouveau record mondial pour la plus haute vente jamais faite sur Pokémon. Il la fait immédiatement sertir dans un collier en diamant estimé à 80 000 dollars et la porte autour du cou jusqu'à WrestleMania. Mais déjà, la carte pose des questions. On savait avant la vente que la carte avait été gradée de multiples fois en 9 avant l'obtention du PSA 10, à une époque où la gradation ne coûtait qu'une dizaine de dollars et où Pokémon n'était clairement pas une priorité pour PSA. Et surtout quand on regarde attentivement, on observe des défauts visibles à travers le boîtier, comme ce coin qui présente un problème évident. La carte est souvent présentée comme le plus beau Pikachu Illustrator en circulation, ce qui peut être contesté. Elle a été gradée plusieurs fois en 9 avant d'obtenir son PSA 10, et il existe d'autres exemplaires gradés depuis chez d'autres sociétés qui pourraient concourir à ce titre. On a par exemple le CGC 10, récemment converti en TAC 10, qui a subi une inspection ultra détaillée, dont vous pouvez vous-même consulter le rapport de gradation. Mais l'arnaque se situe pas là, parce que juste après l'achat, Logan cofonde Liquid Marketplace, une plateforme de propriété partagée via la blockchain. Le principe est simple, au lieu d'acheter des objets de collection à plusieurs millions d'euros, ce qui est accessible à très peu de personnes, les objets seront divisés en plusieurs millions de parts sur la blockchain, ce qui permet à n'importe qui de posséder sur le papier une petite partie d'un objet. Et c'est sur sa plateforme Liquid que Logan va mettre en vente 51% de son Pikachu Illustrator pour 2,55 millions de dollars, ce qui en fait une valorisation totale de 5 millions. La carte est divisée en 50 millions de parts de 10 centimes chacune. Logan en conserve 24,5 millions, soit 49%, et le reste est vendu au public. La promesse est claire, permettre à n'importe qui de posséder une petite part de la carte la plus chère du monde, et potentiellement de revendre ses parts plus chères dans le futur si le prix de la carte venait à augmenter. Et maintenant, accrochez-vous, parce qu'en mai 2024, coup de théâtre, Logan rachète unilatéralement les 51% pour seulement 250 000 dollars, payés directement à la plateforme, pas aux détenteurs de parts. 250 000 dollars comparé aux 2,55 millions de dollars relevés, presque 10 fois moins. En fait, une clause dans les termes de service autorise Logan à racheter unilatéralement les parts de cette carte, sans que les investisseurs aient leur mot à dire. Et à 250 000 dollars, c'est très avantageux pour lui. Et encore, beaucoup d'investisseurs ne reverront même pas la couleur de ces 250 000 dollars, parce que le Liquid Marketplace deviendra complètement inaccessible dans les semaines qui suivront, puis fermera définitivement, empêchant énormément d'investisseurs de retirer leurs fonds de la plateforme. Logan déclara qu'il pensait que les fonds seraient distribués aux investisseurs. Et là, je trouve qu'on est clairement sur un gros manque de respect. Parce que vu du grand public, Liquid Marketplace, c'était pas un truc obscur. C'était le projet de Logan. Il était présenté comme cofondateur. Si des gens ont mis de l'argent et qu'on parle ici de millions de dollars, parce qu'il n'y avait pas que le Pikachu Illustrator PSA 10 sur la plateforme. Il y avait des box sets de base édition 1, des cartes de sport ultra chères. Il y avait même un autre Pikachu Illustrator PSA 8. Si les gens ont mis autant d'argent sur la plateforme, c'est parce qu'ils faisaient confiance à Logan. Et dans ses réponses, on sent que le gars avait juste prêté son image et était clairement là que pour le marketing, sans réelle visibilité sur l'aspect technique du projet ou ce qu'allait devenir le site. Et là où ça commence à devenir vraiment sombre, c'est qu'à peine un mois plus tard, l'Ontario Securities Commission, le gendarme de la bourse canadienne, dépose une plainte contre Liquid Marketplace et ses dirigeants pour fraude, distribution illégale de titres et détournement d'argent pour environ 3 millions de dollars sur plus de 10 millions levés, avec une audience prévue en juin 2026. Et Logan n'est pas poursuivi directement, ce qui montre bien qu'il n'était pas réellement aux commandes de la boîte, mais son nom reste définitivement associé à la plateforme, qu'il a soi-disant cofondé et promu. Et maintenant le twist final, parce qu'en 2026, la Pikachu Illustrator est officiellement mise aux enchères chez Goldin Auction. C'est la tête d'affiche de la vente spéciale TCG pour les 30 ans de Pokémon. Et aucune vente aux enchères n'aura jamais eu autant d'efforts marketing que celle-ci. L'annonce de base est faite dans la série Netflix de Goldin. Logan et Goldin font chacun de leur côté énormément de pubs en multipliant les contenus sur leurs différents réseaux. Ils organisent un nouveau box break d'une box set de base édition 1 dans la même veine que celui de 2021, avec des packs vendus pour un total de 1,3 million de dollars, et qui sera effectué le soir de la fin de la vente aux enchères. En plus de ça, ils font
font une tournée des médias pour présenter la carte. Ils feront même un reholder de la carte pour changer le boîtier et l'étiquette pour le nouveau boîtier PSA, qui au passage cache beaucoup mieux le défaut sur le coin quand on va sur la page de l'enchère. Et la suite, vous la connaissez. La carte bat un record historique en partant pour plus de 16 millions de dollars. Un record absolu. La carte la plus chère jamais vendue. Et même l'objet gradé le plus cher jamais vendu, détrônant la vente de l'Action Comics numéro 1 avec la première apparition de Superman. Au-delà des bénéfices directs de la carte, Logan touchera également une commission sur l'ensemble des objets de la vente, dans le deal qu'il a conclu avec Goldin. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que cette vente fait débat, et pas qu'un peu. Déjà parce que théoriquement, une partie de cette carte aurait dû appartenir aux personnes ayant investi sur Liquid Marketplace. Si 51% de la carte a été vendue sur la plateforme, ce sont normalement 8 millions de dollars qui auraient dû être retournés aux investisseurs. Sauf que, à la suite du live, Logan prendra la parole, en disant que seulement 5,4% des parts de la carte avaient trouvé preneur sur Liquid Marketplace à l'époque, et qu'il avait payé 270 000 dollars pour rembourser ses parts. Bon, déjà, le chiffre, il a tendance à changer. Un coup, c'est 250 000 dollars, et l'autre coup, c'est 270 000. Mais surtout, ça change rien au fait que 5,4% de la carte devrait toujours appartenir aux personnes qui ont investi dedans. Car si leur investissement valait 270 000 dollars quand ils ont fait confiance à Logan, aujourd'hui, il vaudrait plus de 864 000 dollars, soit un manque à gagner de près de 600 000 dollars pour les investisseurs. Et encore, c'est en supposant que les utilisateurs aient bien reçu leur part des 250 000 dollars, parce que pour beaucoup, ça n'a pas été le cas. Mais au-delà du sujet de la propriété de la carte, il y a encore d'autres questions qui se posent. Et là, on rentre dans un territoire un peu plus sombre. Plusieurs personnes pensent que la carte était déjà vendue en privé avant l'enchère, parce que ça faisait déjà plusieurs semaines que la carte stagnait aux alentours des 6 millions de dollars. Et puis, au dernier moment, pendant le live, la carte s'envole. Jusque-là, rien de normal, c'est assez classique sur les ventes aux enchères. Sauf que plusieurs points sont particulièrement suspects. Déjà, l'acheteur final est présent physiquement pendant le live, et il reçoit la carte en main propre à la fin de l'enchère, comme si on savait déjà qu'il allait gagner. De plus, des positions ont été prises sur Polymarket, une plateforme crypto qui permet de parier sur les événements de la vraie vie, et sur le fait que la carte partirait à un prix supérieur à 16 millions de dollars. Et ces positions ont été prises quelques jours avant la vente, ce qui laisserait penser que l'information était connue avant la fin de l'enchère. Car la plupart des paris qui ont été pris sur une vente à plus de 16 millions de dollars se sont faits pendant le live, quand les enchères ont commencé à exploser, pas avant. Et si c'est vrai, c'est ce qu'on pourrait appeler un délit d'initié. Et c'est quelque chose de totalement illégal, hein. Si vous faites ça en bourse, vous pouvez aller en prison. Maintenant, on va s'intéresser à l'acheteur, un certain Haji Scaramucci, fils d'Anthony Scaramucci, ancien directeur de la communication de la Maison Blanche lors du premier mandat de Donald Trump. Alors déjà, je sais reconnaître un mec sous MDMA quand j'en vois un, mais surtout, ce qui est très bizarre, c'est qu'il s'agit de sa première carte Pokémon. Tout court, Logan n'a jamais collectionné de carte Pokémon de sa vie, et sa première acquisition, c'est un achat à 16 millions de dollars. Il dira d'ailleurs qu'il pense que c'est une carte à 100 millions de dollars, ce à quoi Logan acquiescera. Alors que bon, si c'était vraiment une carte à 100 millions de dollars, pourquoi il l'a pas juste gardée? D'ailleurs, pour remettre les choses en perspective, même pas 3 jours plus tard, une autre Pikachu Illustrator, cette fois-ci en CGC 10, se vend pour seulement 2,1 millions de dollars. Alors je veux bien qu'il y ait un premium parce que la carte est gradée PSA, même si on a vu que c'était clairement pas une carte qui méritait son PSA 10. Mais 14 millions de dollars de différence, c'est quand même beaucoup. La raison pour laquelle Scaramucci a acheté cette carte, c'est qu'il est sur une quête pour créer une sorte de collection parfaite, un projet nommé Treasure Trove, où il souhaite notamment acheter un Scolex de T-Rex, ainsi que la déclaration d'indépendance des États-Unis. Au-delà de ça, d'autres théories commencent à émerger sur cette vente, notamment sur le financement, parce qu'il a beau être le fils d'un riche politicien, 16 millions de dollars, ça représenterait quand même 1/10 du patrimoine du daron, ce qui n'est pas rien pour mettre ça dans une carte Pokémon, surtout si c'est la première carte que tu achètes de ta vie. Et là, plusieurs théories émergent, certains parlent de blanchiment d'argent, d'autres, un peu plus crédibles, parlent d'un possible arrangement pour obtenir des parts dans le nouveau projet de Logan, Repeat. Car oui, malgré que l'ensemble des projets où Logan a mis les pieds dans le monde des collectibles se soit révélé être plus ou moins des arnaques, quelques jours avant la vente, pendant le Super Bowl, Logan a décidé d'annoncer un nouveau projet en relation directe avec Pokémon, Repeat. On n'a pas encore beaucoup d'infos sur ce que ça va être exactement, mais ça a l'air de ressembler fortement aux Power Packs de PSA et GameStop. Tu pourras ouvrir des Mystery Packs en ligne pour obtenir des cartes ou des items scellés que tu pourras ensuite décider de recevoir ou de vendre directement à la plateforme. En gros, on est un peu sur un casino déguisé sur fond de Pokémon, certainement une très bonne nouvelle pour le hobby. Alors récapitulons. Info Expert qui authentifie une box truquée à 375 000 dollars, des NFT à 6 millions de dollars qui valent 2 dollars aujourd'hui, un grade BGS Pristine 10 obtenu sur une carte qui avait été refusée quelques mois auparavant, une case à 3,5 millions de dollars remplie de cartes G.I. Joe, et une vente aux enchères à 16 millions de dollars qui pose quand même pas mal de questions. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec Repeat, l'histoire est loin d'être terminée. En à peine 5 ans dans Pokémon, Logan Paul aura été au centre de quasiment chaque scandale majeur du hobby, parfois en tant que victime, comme avec la case G.I. Joe, mais le plus souvent comme bénéficiaire plus ou moins direct. Alors est-ce que Logan Paul est un arnaqueur? Ou est-ce que c'est juste un mec avec trop d'argent et d'influence qui se fait instrumentaliser par des gens bien pires que lui, tout en récoltant des bénéfices au passage? Parce que Logan Paul est peut-être pas le cerveau derrière chaque arnaque, mais à chaque fois il profite du système, et à chaque fois il en tire des bénéfices. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, après tout ce que l'on vient de voir, Logan Paul mérite-t-il encore d'avoir autant d'influence dans Pokémon? Parce que
Actuellement, il est en train aussi d'arriver sur One Piece. Et si on en croit ses vidéos, il a l'air d'être un très grand fan. I got cases. For what? I got cases of One Piece. Is it I'm a for fun? collector. Is it I'm a for- collector. I did watch the live action show on Netflix. It was great. Luffy D Monkey, shout out Luffy. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Je suis dans l'ordi puis c'est ghetto. On se bête, on se de la mémoire niquée par le bide. Pas de la trappe c'est l'idée, y'a 9 débiles sur 10 DM. Faut que l'avance paye la Mercedes, on va de vacances la Mercedes.